pouvoir commencer. Et du coup, pour commencer, on voulait vous poser 2 petites questions. La première, c'est qui a participé à notre épisode 1 l'année dernière de Retour d'expérience Société Générale? Ah oui? Waouh! Et l'autre question, c'était qui a déjà lancé ou vécu des expériences de communauté de pratiques managériales? Ok, Ah ouais, c'est pas quand mal. même. Ah ouais. Ouais. Alors du coup, on va vous faire un retour d'expérience le plus sincère possible sur ce qu'on a vécu depuis 2 ans. Et donc, ça s'inscrit dans une histoire on avait un premier épisode l'année dernière. Et la question, c'était pourquoi nous n'avions pas formé nos managers à l'agilité. On vous fera un petit récap de l'épisode 1 pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et puis, aujourd'hui, c'est pourquoi nous n'avons pas poussé nos communautés managériales vers l'autonomie. Et donc, on révélera la réponse ultérieurement. Et on remercie chaleureusement les partenaires, les sponsors d'Agile en scène et toute l'équipe animatrice, voilà, pour tout ce qui nous permet d'être là aussi. Et une petite présentation rapidement de Benoît et moi. Donc moi, je travaille à la Société Générale depuis 12 ans maintenant. Et sur des projets de transformation très transverses, auparavant Knowledge Manager, et depuis 8 ans au sein de la DSI de la Banque de Détail sur des accompagnements Lean et Agile. Et Benoît? Alors moi, je mène des transformations agiles depuis une dizaine d'années maintenant, et j'ai rejoint la Société Générale il y a un peu moins de 3 ans en tant que responsable justement de la transformation agile dans la DSI de la Banque de Détail. Alors, la transformation agile chez Société Générale, c'est une vieille histoire puisqu'elle a commencé en 2013. Par contre, dans la banque de détail, dans l'IT de la banque de détail, elle a commencé en 2015 avec le lancement des premiers projets agiles de type Scrum. On est monté en puissance au fur et à mesure en passant aussi à l'agilité à échelle en 2019 avec les 2 premiers trains. On a fait une expérimentation de trains mixtes IT métiers, dans le sens où il y en avait des équipes métiers qui travaillaient vraiment très proches des équipes IT, et c'est une expérience qui perdure encore, hein, d'ailleurs, c'est plus une expérience. On est monté comme ça en puissance jusqu'en 2023, et en 2023, il a été pris la décision de transformer notre modèle opérationnel et notre modèle managérial au 1er janvier 2024 sous un modèle de type matriciel, type Spotify pour les connaisseurs, donc où on sépare le management opérationnel du management hiérarchique. Cette décision a été prise pour accélérer justement notre transformation d'agile à l'échelle. Et ce qu'on va vous raconter plus particulièrement aujourd'hui, c'est les 2 années 2024-2025 de transformation. L'année dernière, on vous avait parlé du modèle de change management ADKAR. Donc la première lettre, le A, le awareness, en français la sensibilisation ou la prise de conscience. On l'a adressé, et c'est ce qu'on vous a raconté plus particulièrement l'année dernière pour ceux qui étaient présents, et pour ceux qui n'étaient pas présents, j'ai une vidéo YouTube. C'est de l'autopromotion. Et on vous avait raconté donc comment en une demi-journée on avait créé justement une formation au leadership dans un cadre agile. On n'avait pas formé justement nos managers à l'agilité parce qu'on les avait formés au leadership. C'était ça la réponse de l'année dernière. La deuxième étape, le désir qu'on a adressé avec un séminaire d'une journée où on a mis tous les managers ensemble et on les a amenés à se projeter sur l'organisation de demain, à savoir comment ils allaient travailler, et donc créer ce désir de travailler comme ça ensemble. La brique knowledge, connaissance, qu'on a adressée avec une grosse brique d'apport de leadership. Grosse brique parce que c'était 3 jours de formation au leadership. On apportait énormément d'outils. Alors c'était pas 3 jours d'affilée parce que c'est trop, et que en plus
voilà, on avait envie que les managers aient le temps d'appliquer un certain nombre de choses. Et pendant ces 3 jours, on a vu plein de choses autour de la communication non violente, processcom, les positions de vie. Bon voilà, énormément d'outils, on pourrait y passer quasiment une vie à chaque fois. Mais voilà, on voulait essaimer un maximum d'outils de leadership là-dessus. Et maintenant, ce qu'on va vous raconter aujourd'hui, c'est les 2 dernières étapes un peu de ce modèle ADKAR, avec la partie compétences et la partie réenforcement qu'on a voulu justement adresser en montant des communautés de pratique pour tous nos nouveaux métiers, puisqu'il y avait un certain nombre de métiers qui n'existaient pas auparavant, avant le 1er janvier 2024, et pour l'ensemble de nos leaders. Voilà. Alors pourquoi on porte autant d'attention à nos leaders? On est une petite équipe de transformation et il y a une phrase qui résonne beaucoup, qui est un concept d'Archimède qui disait « Donnez-moi un levier, donnez-moi un pivot et je soulèverai la terre ». Et comme on est une petite équipe de transformation, on s'est dit on a besoin d'un levier. On a besoin d'un levier pour notre transfo on pense que le bon levier justement ce sont nos leaders, nos managers et nos leaders. Le but, c'est qu'ils soient justement au cœur et acteurs du changement, qu'ils soient compétents et qu'ils soient alignés justement sur ce modèle de transformation. Et on compte donc créer ce levier via les communautés. Alors, Benoît vous a planté le décor, il vous a présenté un peu les principaux protagonistes. Et maintenant, nous vous proposons en fait de revivre avec nous ces 2 années. Nous avons accompagné ces communautés managériales. Alors là, on a essayé de vous montrer un peu notre courbe émotionnelle de nous, la petite équipe de transfo qui avons accompagné ces communautés. Parce qu'on est passé par des hauts avec des grands moments d'enthousiasme. Et puis on est aussi passé par des bas, un peu de découragement parfois. Et voilà, on va vous raconter cette histoire. Alors, l'histoire, elle commence en septembre 2023. En septembre 2023, on était en plein dans la préparation du fameux séminaire, là, la brique 2 du désir, là. On était en train de préparer ce séminaire, on y mettait beaucoup d'énergie. Mais on pressentait déjà à l'époque que ce désir, il allait falloir l'entretenir dans le temps. La flamme, il fallait l'entretenir. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se dire post-séminaire, cette idée de communauté de pratique managériale commençait à émerger. Et on y mettait plusieurs espoirs dans ces communautés. La première chose, c'était, Benoît vous a dit, on crée vraiment des rôles nouveaux dans l'organisation, comme nos chapter managers, comme nos systèmes architectes. Et on avait vraiment besoin de les embarquer sur ces nouveaux rôles. Lancer ça. On avait aussi cette notion les inspirer. On se disait que en apportant et en animant nos communautés, en fait, par un peu reflet, ils allaient s'inspirer de ce qu'ils vivaient pour le faire vivre dans leurs propres équipes. On avait cette notion aussi de soutien, puisque c'était un changement assez profond de métier, etc. Et donc, ces communautés allaient pouvoir être des espaces où nos managers, nos leaders allaient pouvoir s'entraider, grandir ensemble. Et puis, on avait une organisation, il faut le dire, très quand même hiérarchique et verticale à l'époque. Et on se disait que déjà la création des chapters allait créer un premier niveau d'horizontalité, mais on voulait encore aller plus loin avec ces communautés qui traversaient toute notre organisation. Et donc, on sort de notre séminaire, on était assez exaltés à cette époque parce que ça a été un vrai succès. Nos managers sont sortis très enthousiastes de ce séminaire. Et tout de suite après, en décembre, on commence à se dire « Ok, il va falloir qu'on lance très rapidement nos communautés pour maintenir la dynamique ». Et donc, entre janvier et février 2024, on a lancé 5 communautés, coup sur coup, en l'espace de quelques semaines, 6 semaines, à un rythme assez soutenu. En plus, à chaque fois, on faisait les choses bien quand même. On faisait une demi-journée avec tout le monde. On était avec des ateliers, tout ça.
Voilà, et au final, au bout de si on met bout à bout toutes ces communautés, on a embarqué une centaine de personnes. Donc voilà. Alors, ce qui est rigolo, c'est que en fait, on a mis à peu près les mêmes ingrédients, mais on avait des profils de communautés très différents. 5 communautés, 5 ambiances. On avait ceux tout de suite très coopératifs dans le partage, etc. On avait les structurés, hop, on fixe les prochains rendez-vous, on sait qui va animer, tout ça. Et puis, on avait les enthousiastes, mais un peu à se dire, bon, bah, comment on va s'y prendre? Il faut dire aussi qu'on avait des tailles de communautés hyper différentes. On avait des communautés d'une dizaine de personnes, et puis d'autres de 30, 35. Donc, en fait, c'est pas, on les appréhende pas de la même façon. On avait les lents, mais on a dit lents mais sûrement. C'était, on attend de voir un peu, et il s'est avéré que par la suite, ils se sont aussi vraiment prêtés au jeu petit à petit. Et puis il y a aussi ceux qui disaient ok, bon moi j'ai pas beaucoup de temps, je suis dans le delivery, il va falloir que ça m'apporte quelque chose assez rapidement. Alors on a eu des réactions différentes, mais on a toujours mis un peu les mêmes ingrédients dans nos communautés, et surtout on se disait avec Benoît, avec l'équipe de transformation, je sais pas si c'est un réflexe de coach, mais on visait l'autonomie. On se disait il va falloir qu'elle soit autonome. Alors qu'est-ce qu'on mettait dans nos communautés pour ça? On avait à chaque fois un coach un peu en fil rouge de chaque communauté. On a travaillé aussi on travaille beaucoup avec la direction des ressources humaines dans notre transformation. Donc on avait une RH qui était présente aussi en fil rouge dans ces communautés. On a essayé aussi à chaque fois de faire en sorte qu'il y ait des volontaires, un binôme ou un trinôme de volontaires tournant pour les animer. Je vois que ça fait écho à certains. On a mis en place les rôles délégués. Je ne sais pas si vous connaissez tous, mais c'est des rôles. À chaque fois, on avait les facilitateurs, les timekeepers, les méta, les pouces décision. Voilà, tout ça pour créer de l'autonomie. Et puis, on a fait des séances sur site pour favoriser la proximité, favoriser la confiance aussi, à distance pour la praticité. On a mis des agendas un peu type atelier, redescente d'infos, partage, moment de partage. Chez certains, on a fait créer les raisons d'être et les OKR et les objectifs et key results. Et puis, on était focus autonomie. Et avec Benoît, on se disait, bon, fin de l'été, allez, max, fin de l'année, petit à petit, on va se retirer et bon, ça va rouler tout seul, quoi. Oui. Et en fait, ça tombe pas tout à fait comme prévu. On arrive en septembre 2024, donc là, on se disait que normalement, nos communautés devraient être autonomes, et le constat, c'est que ça tourne pas tout seul, et puis ça tourne un peu en rond. Ça tourne un peu en rond parce que on donne des outils à nos managers, à nos communautés, par exemple. On leur apprend ce que c'est qu'un Lean Coffee à l'utiliser. Donc le Lean Coffee, c'est un meeting qui permet rapidement de parler de beaucoup de sujets de manière priorisée. On leur apporte des OKR, justement. Tu parlais des OKR, mais alors ils parlent d'OKR à chaque séance. Hein, c'est pas fait pour ça normalement les OKR. Donc ça tourne. Il y a ce constat un peu de ça tourne en rond. Et ça tourne pas tout seul. Nous, les membres de la communauté, justement, on contribue à l'animation très fortement. Chaque rencontre de communauté, on la prépare avec beaucoup de soin, avec beaucoup d'énergie, avec un planning qui est aux petits oignons, et qu'on essaye d'être le plus proche possible de la communauté. C'est pour ça qu'à chaque fois on leur co-organise au final avec les personnes qui ont été volontaires. Mais derrière, j'ai pas fait dans le bon sens, mais on a des membres de communauté ici qui contribuent de manière à l'animation de manière très inégale. Donc, on a évidemment des gens extrêmement enthousiastes qui sont ravis d'apporter beaucoup à ces communautés, et puis on a des personnes qu'on n'a jamais vues, ou presque. Et enfin, l'organisation au final est assez apprenante autour de ces communautés, et on n'arrive pas vraiment à saisir l'apport qu'ont ces communautés. On est tous persuadés qu'elles sont importantes,
On est tous persuadés qu'il y a un apport, mais quelquefois on n'arrive pas toujours à bien le saisir. Ok, Benoît, mais il y a quand même plein de trucs positifs qui se passent. On a et vraiment en fin d'année, ça se concrétise. On va vous raconter pourquoi. Du coup, on ressent de l'enthousiasme dans ces communautés et de l'entraide vraiment réelle qui se crée. Nos managers s'appellent, même en one-to-one pour demander des conseils ou voilà. On a aussi des livrables concrets qui sortent et ça c'est important parce que ça concrétise leur réalisation. Typiquement, on a des parcours de carrière qui n'existaient pas avant pour les développeurs, pour nos business analysts. Ces parcours de carrière, ont été créés par nos communautés. On a aussi des plans de formation plus structurés qui émergent. Voilà, ça c'est des livrables très concrets. On sent aussi qu'il y a une transversalité qui s'installe et on y reviendra tout à l'heure. Et aussi, on a des communautés qui éclosent en miroir. Alors, on a par exemple les chapter managers de développeurs qui décident de créer une communauté de dev cross notre organisation. Et donc, qui se structure petit à petit et voilà, inspiré aussi par la façon dont on impulse ces communautés. On a aussi des rôles qui viennent nous voir en nous disant attendez, nous, on n'a pas notre communauté. Donc, on a nos product owners, on a notre hub manager qui nous réclame les communautés. Donc ça fait un peu du buzz dans l'organisation. Et puis, il y a un moment assez fort, c'était en décembre 2024, où à la demande des chapter managers, on organise une après-midi entière de partage, d'ateliers, de définition d'un objectif commun, etc. Et nous, avec le recul qu'on a des pratiques managériales dans notre organisation, on est vraiment content de voir qu'il y a des choses qui bougent et des vraies pratiques et des vraies réflexions qui ont mûri avec les 3 briques et les communautés. Et oui, et il y a quelque chose aussi qu'on n'avait pas trop anticipé qui se passe et qu'on observe, qui est pas forcément très tangible, mais c'est que les circuits de communication changent. Auparavant, on avait des circuits de communication qui étaient vraiment très descendants, c'est-à-dire qu'on avait le top management qui redescendait à CN-1, à CN-2, etc. Et avec des niveaux parfois aussi un peu hétérogènes finalement d'information. Et via les communautés, en fait, on a des nouveaux circuits qui émergent. Donc les communautés échangent entre elles. Les membres des communautés échangent entre eux et donc s'alignent aussi. Et aussi, ils peuvent se sentir plus forts parfois sur certaines convictions ou certains sujets et vont pouvoir influencer un peu différemment leur propre manager. Donc, on sent qu'il y a une sorte de une autre forme d'influence qui se crée. Alors, on arrive en février 2025 et là, quand même, on a un constat très fort qui nous fait un peu mal au cœur, c'est que l'autonomie des communautés dans notre contexte n'est pas atteignable. Ça a été un vrai deuil, ça a été un vrai passage à vide pour le coup, mais en fait c'est assez logique. On a des transformations qui sont très soutenues et très profondes, qui nous arrivent un peu coup sur coup dans l'entité, et du coup ça génère un certain nombre de manques qui font que l'autonomie est vraiment difficilement atteignable. Entre autres, le temps des participants est les participants ont moins de temps, ils sont obligés de gérer ces différentes transformations. Les managers sont très très occupés, très sollicités, particulièrement les chapter managers, puisqu'ils sont au premier rang justement de ces transformations. La valorisation des contributions au sein des communautés n'est pas faite, au final pas assez en tout cas, qui fait que c'est difficile pour les personnes qui apportent beaucoup dans ces communautés de continuer à apporter. Les transformations venant très vite, la stratégie est pas forcément bien intégrée par tous. On est surtout un peu dans l'urgence de ces transformations. Et ce qu'on constate aussi, c'est que au final, il y a un moment donné, on se disait, les communautés, elles vont s'auto-animer, s'auto-alimenter, chacun va apporter quelque chose. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est qu'au final, les managers, ils n'ont pas le temps de faire cette veille managériale, d'apporter des nouveaux outils au sein des communautés.
Et ça, c'est un constat très fort qui, justement, nous amène à se dire, faut qu'on renforce cette partie-là dans nos communautés. Il faut qu'on apporte de l'échange, pour que on apporte des choses nouvelles, pour que ces communautés s'oxygènent. Et du coup, avec l'équipe d'animation, on met à plat en fait l'ensemble des outils managériaux qu'on connaît, et on en connaissait pas mal au final. C'est voilà le résultat de l'atelier là que vous voyez sur la gauche du slide. Et on se met en ordre de marche en disant bon bah on va apporter cet oxygène dans les communautés. Et voilà, on a apporté plein de choses, des sessions de résolution de problèmes, des ateliers sur comment savoir prioriser, les positions de vie plus moins, etc. de l'analyse transactionnelle. On a fait des sensibilisations à l'event storming pour voilà leur apporter des nouvelles pratiques. On leur a parlé des 3 amigos. On a fait des Medler Games pour ceux qui connaissent pas. Il y a Jürgen Appello ce matin. Ça vient du management 3.0 et l'idée c'est de les entraîner justement à créer des équipes comme ils le sentent en fonction d'un objectif. Et du coup, pendant cet été, on s'est un peu posé. Ça faisait presque 2 ans là qu'on s'est tourné nos communautés. À chaque fois, on s'est réadapté, réajusté en fonction du contexte, de ce qu'on pressentait, de ce qu'on ressentait, etc. Et puis en plus, la préparation de cette conférence, c'était la bonne occasion pour se poser et réfléchir. Et on a analysé en fait que nos communautés, il y avait 3 temps à chaque fois qui se dégageaient. Le premier temps, et ça c'est quelque chose sur lequel on veut vraiment préserver, et sur lequel je pense que c'est un succès, c'est qu'on a réussi à créer une sorte d'environnement de confiance où les membres des communautés peuvent partager leurs expériences, parfois aussi leurs difficultés ou leurs ras-le-bol. Il y a des moments où voilà, c'est ces moments-là. Et ces espaces de confiance, c'est hyper précieux et il faut qu'on arrive à les conserver dans le temps avec les arrivées, les départs qui vont irrémédiablement arriver. Et après, il y a 2 autres moments où on s'est dit, il faut peut-être qu'on essaye de faire un peu différemment ou qu'on mutualise certaines choses. Il y a ce dont parlait Benoît, ces moments un peu d'oxygène là qu'on a apporté un peu au cas par cas de chaque communauté, de leurs besoins, etc. Et puis au final, il y avait parfois, c'était un peu déceptif parce qu'avec le manque de temps, etc., on se retrouvait avec 5 participants alors qu'on préparait des ateliers de 2 heures ou des jeux assez élaborés. Et donc là, on est en train de travailler pour faire plus des modules qui seront à la carte à l'ensemble des communautés, comme par exemple le manager coach ou alors développer l'intelligence collective. C'est des demandes qui nous ont été faites et on est en train de développer. Et puis le dernier sujet qu'on a analysé, c'est dans les communautés, il y a des moments où on a cadré des sujets de transformation, où on est allé réfléchir sur des sujets de transformation. Cette chose-là, on s'est rendu compte que finalement, on avait recréé des sortes de silos horizontaux, parce qu'on les travaillait par métier. Et donc ça, c'est intéressant de se dire, ok, mais là, on a recréé finalement une autre forme de silo plus verticale, mais horizontale. Et donc, sur ces sujets-là, on se dit qu'on va plus travailler en petits groupes, cross-communauté aussi, et puis après, ça va essaimer dans l'ensemble des communautés. Alors, c'est quoi la suite Comme disait Sonia, on s'est un peu posé et on a vu un parallèle en fait entre les communautés et le jeu du bien commun. Le jeu du bien commun, c'est un jeu qui est utilisé par les économistes pour illustrer justement la problématique du bien commun. Quelle est-elle Alors le jeu, il est simple. On a un certain nombre de participants. On leur donne par exemple, là on a 5 participants, on leur donne 10 € chacun. J'essaie de pas me tromper parce que il y a des calculs, attention. Imaginons que justement chacun de ces participants mette l'intégralité de leurs 10 € du coup dans le pot commun, sauf un, toujours qu'il y a un canard boiteux. Et la mise du pot commun est doublée, donc là on avait 40 €. Donc x2 ça fait 80, jusque là c'est facile, et du coup répartie, et cette mise est distribuée de manière équitable à l'ensemble des joueurs, d'accord. Donc du coup on a 16 € qui sont redistribués à chacun.
D'accord. Et au final, dans les communautés de pratique, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que il y a du temps, il y a de l'énergie, de la connaissance qui est mise par les participants, par les volontaires. Et au final, c'est super la connaissance parce que derrière, ça se multiplie. Et du coup, chacun profite après du coup de la connaissance, du temps, de l'énergie qui a été mise par chacun. La problématique qu'on voit vite dans ce jeu, et le jeu a été créé pour mettre en lumière ceci, c'est que en fait, on a un problème commun qu'on appelle l'effet du passager clandestin. Si vous avez bien écouté, en effet, chacun des joueurs a reçu 16 euros. Donc, il y a 4 joueurs qui, au final, du premier round, se retrouvent avec 16 euros, et un petit malin qui se retrouve avec 26 euros. Voilà. Parce qu'il n'a rien mis dans le bien commun, mais il en a profité quand même. Et en fait, on retrouve le même type de mécanisme dans les communautés, c'est-à-dire que y en a qui donnent, puis il y en a qui font que prendre. En fait, ça arrive dans la problématique du bien commun. Ça fait que les contributions, au final, dans le pot commun, sont de plus en plus faibles. Et pareil, je dirais dans nos communautés, on a des contributions qui finissent par s'épuiser. Alors, heureusement, dans le jeu du bien commun, ils introduisent des mécanismes de régulation et de coopération qui font qu'on peut remettre à la hausse ces contributions. Et c'est notre constat aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de ces mécanismes de régulation et de coopération aussi dans les communautés. Et en fait, l'enjeu aujourd'hui, c'est pas l'autonomie des communautés. L'enjeu, c'est la participation. Si on veut que les communautés survivent, si on veut que les communautés continuent à créer de l'impact au sein de notre entité, il faut plus de participation. Et en fait, le réflexe, comme disait Sonia, le réflexe de coach de dire il faut atteindre l'autonomie, le problème c'est qu'en fait une communauté ça ne fonctionne pas comme une équipe. Les communautés déjà sont pas obligatoires. On y vient, on n'y vient pas. J'espère que pour vos équipes la participation est obligatoire. Au final, chacun dans les communautés vient y chercher, apporter des choses qui peuvent être très différentes d'une personne à une autre. Contrairement à une équipe qui a vraiment un but et un but commun, les communautés, les buts peuvent être multiples au sein de la communauté et chacun vient y chercher des choses qui sont différentes. Donc là, on arrive petit à petit à la conclusion, ouverture de notre présentation, et on revient à notre fameux levier dont Benoît vous parlait tout à l'heure. Alors aujourd'hui, après tous ces 2 ans d'expérience, on reste vraiment convaincus que nos leaders, nos communautés de leaders sont un véritable levier de transformation. Mais on a appris que l'autonomie, c'était pas l'enjeu. Donc ce qu'il faut, c'est viser la participation. On a appris que nos communautés fonctionnent différemment, et donc il faut vraiment arriver à introduire ces mécanismes de régulation, coopération dont parlait Benoît. Et donc aujourd'hui, là où on commence à vraiment travailler, c'est faire en sorte que l'organisation intègre vraiment comme acteur clé ces communautés dans la transformation, que ça soit un vrai partie prenante, et qu'on rende visible, qu'on valorise toutes les contributions. Pour que nos communautés soient robustes dans le temps et puissent absorber toutes les transformations à venir qui vont irrémédiablement nous arriver dans notre monde actuel et au service de la performance de l'organisation. Et avant de prendre vos questions, on voulait vraiment remercier du fond du cœur toute l'équipe là que vous voyez là, parce qu'on n'était pas que tous les deux avec Benoît, on a une équipe formidable avec nous, certains qui sont partis, mais voilà, toutes ces personnes ont créé, animé nos communautés et voilà, on les remercie du fond du cœur.